Deuxième partie. La puissance monétaire doit remporter de haute lutte la suprématie dans le commerce et l'industrie, afin que les industriels agrandissent leur pouvoir politique moyennant leurs capitaux. Outre les illuminés, dont dépendront les millionnaires, la police et les soldats, tous les autres ne devront rien posséder. L'introduction du suffrage universel doit permettre que seule règne la majorité. Habituer les gens à l'idée de s'autodéterminer contribuera à détruire le sens de la famille et les valeurs éducatives. Une éducation basée sur une doctrine mensongère et sur des enseignements erronés abattira les jeunes, elle les pervertira et fera d'eux des dépravés. En se reliant aux loges franc-maçonniques déjà existantes et en créant de là de nouvelles loges, les illuminés atteindront le but souhaité. Personne ne connaît leur existence ni leur but, encore moins ces abrutis que sont les non-illuminés qui sont amenés à prendre part aux loges franc-maçonniques ouvertes où l'on ne fait que leur jeter de la poudre aux yeux. Tous ces moyens amèneront les peuples à prier les illuminés de prendre en main le monde. Le nouveau gouvernement mondial doit apparaître comme protecteur et bienfaiteur pour tous ceux qui se soumettent librement à lui, l'ONU, note de l'auteur. Si un État se rebelle, il faut inciter ses voisins à lui faire la guerre. Si ces derniers veulent s'allier, il faut déchaîner une guerre mondiale. Koralf, Maitreya, Der Kommandoweltlehrer. Maitreya, le futur maître du monde, Conny Verlag, 1991. p.15 et suivre. Il est très facile de se rendre compte que le contenu du Nouveau Testament de Satan est presque le même que celui des protocoles des sages de Sion, à cette seule différence près que les Juifs ont été remplacés par les illuminés. Nous avons déjà vu sur l'ordre de qui Edmond Vaishaw a fondé l'ordre des illuminés de Bavière, il est aisé d'en conclure d'où vient le Nouveau Testament de Satan. Les conspirateurs avaient reconnu la force et l'influence des loges franc-maçonniques déjà existantes, et commencèrent à s'y infiltrer selon un plan précis, pour en obtenir le contrôle, paragraphe 11 des protocoles. Les loges qui furent infiltrées furent désignées sous le nom de Loge du Grand Orient, Lodge of the Grand Orient. Un célèbre orateur français, le marquis de Mirabeau, s'était fortement endetté en menant grand train de vie et fut alors contacté par Vaishaw sur ordre des prêteurs juifs. Là-dessus, Mose Mendelssohn fit faire à Mirabeau la connaissance de la femme du juif Hertz. Par la suite, on aperçut celle-ci plus souvent en compagnie de Mirabeau qu'avec son mari. Cela amena Mirabeau à subir un chantage, à accumuler des dettes. Il se retrouva bientôt sous le contrôle absolu des illuminés de Bavière. Peu après, il fut obligé de se familiariser avec l'illuminisme. Il reçut la mission de persuader le duc d'Orléans, déjà grand maître des francs-maçons en France, de transformer les loges bleues en loges du Grand Orient. Mirabeau organisa une rencontre en 1773 entre le duc d'Orléans, Talleyrand et Vaishaw qui les initia tous deux à la franc-maçonnerie du Grand Orient. 34. Lorsque la déclaration d'indépendance américaine fut signée le 1776, Adam Vaishaw mena à terme son plan bien pensé et introduisit officiellement l'ordre des illuminés de Bavière. Cette date est donnée à tort comme la date de fondation de l'ordre. Mais les années les plus importantes de l'ordre furent les 6 années précédant son instauration officielle. Entre autres membres de l'ordre, il y eut Johann Wolfgang von Goethe, le duc Charles-Auguste de Weimar, le duc Ferdinand de Brunswick, le baron de Delberg, Wagmestre général de Turnen-Taxis, le baron de Knigge et beaucoup d'autres. En 1777, Vaishaw fut initié à la loge franc-maçonnique de Théodore du Bon Conseil, Theodor of Good Council, à Munich. Il est au fait d'infiltrer toute la loge. Le 16 avril 1782, l'alliance entre francs-maçons et les illuminés de Bavière fut scellée à Wilhelmsbad. Ce pacte établit un lien entre environ 3 millions de membres des sociétés secrètes dirigeantes. Un accord du Congrès à Wilhelmsbad rendit possible l'admission des Juifs dans les loges, alors que ceux-ci n'avaient, à cette époque, que peu de droits. En contrôlant les illuminés de Bavière, les Rothschild exerçaient maintenant une influence directe sur d'autres loges secrètes importantes. Toutes les personnes présentes jurèrent en bons conspirateurs de garder le secret absolu. De fait, presque rien ne filtra de cette rencontre. On demanda au comte de Virieu, un
à des francs-maçons participant au congrès, que il nous pouvait dévoiler quelques décisions prises. Celui-ci répondit, « Je ne vais pas te les confier, je vais seulement te dire que c'est plus sérieux que tu ne crois. » La conspiration qui se déroule ici a été si parfaitement imaginée qu'il n'y a pas de possibilité pour la monarchie et l'Église d'y échapper. Une autre personne présente, le comte de Saint-Germain, avertit, plus tard, son ami du complot de meurtre qui devait renverser la monarchie française. On ne tint pas compte, hélas, de son conseil. Quelques secrets subversifs commencèrent à percer malgré tout, ce qui eut pour conséquence que le 11 octobre 1785 l'électeur de Bavière fut ordonné une razzia dans la maison d'Anne Monsieur de Zwak, principal assistant de Weishaupt. On fit main basse sur beaucoup de documents décrivant le plan des Illuminés du Bavière. Le nouvel ordre mondial, Novus Ordo Seclorum. L'électeur de Bavière décida alors de publier ces papiers sous le nom d'écrits originaux de l'ordre et de la secte des Illuminés. Ces écrits furent, par la suite, répandus aussi largement que possible pour avertir les monarques européens. Le titre de professeur fut retiré à Weishaupt, qui disparut avec le duc de Saxe-Gotha, un autre membre des Illuminés de Bavière. Comme ils ne contrecarrèrent pas la rumeur que l'ordre des Illuminés était anéanti, cela leur permit de continuer à travailler en secret pour ressurgir, plus tard, sous un autre nom. En l'espace d'un an, vit apparaître publiquement la Deutsche Einheit, unité allemande, qui répandit la propagande des Illuminés parmi les cercles de lecteurs existants. C'est là que naquit le cri de guerre, liberté, égalité, fraternité. Les monarques européens n'étaient nullement conscients du danger, ce qui eut pour conséquence la naissance de la Révolution française et l'apparition du régime de la terreur.